Bonjour à tous. Donc, ce matin, on va discuter d'un article publié récemment dans le ZAC par un auteur coréen qui traite de l'angioplastie au ballon actif angioplastie au ballon actif, IVUS versus artériographie dans les patients avec des lésions fémoro-poplitées complexes. Donc, un petit peu de contexte. Les procédures endovasculaires sont de nos jours principalement menées sous artériographie, mais l'artériographie a des points négatifs, notamment elle permet de visualiser uniquement en 2D, et c'est un examen qui en plus est particulièrement irradiant au cours de la procédure. Tandis que l'IVUS, l'échographie intravasculaire, permet une visualisation en 3D, trois dimensions, avec la possibilité de caractériser la plaque, notamment sa taille, sa composition. Également, au cours de la procédure, nous permet de vérifier la position du matériel. Donc l'IVUS, c'est un Pourquoi ils disent 3D d'ailleurs? Parce que c'est une vision 2D, c'est une vision endoluminale, mais en 2D. c'est non. Moi, j'imagine que du fait qu'elle soit mobile quand même, l'IVUS, on Ouais, l'a possibilité. en axial et enfin. Donc l'IVUS, c'est quand même un appareil qui a été étudié longuement, notamment en cardiologie interventionnelle, avec en 2024 déjà dans le Lancet, dernièrement en date en 2024 dans le Lancet une grosse méta-analyse qui reprenait l'utilisation de l'IVUS pendant les interventions de cardiologie interventionnelle. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Il y a un large bénéfice qui a été montré. Donc, après, on peut se poser la question de son utilisation en vasculaire périphérique. Donc, déjà en 2014, ça avait commencé à émerger avec des études sur les lésions plutôt simples, fémoro-poplitées, donc TASC A à C. Et on avait déjà conclu à une meilleure perméabilité primaire en 2014. Et voilà, les études ont continué. Là, dernièrement, en 2024, il y a eu même un essai contrôlé randomisé qui a comparé du coup l'angioplastie au ballon actif IVUS versus artériographie. Donc ça, c'est une étude très importante. C'est un essai contrôlé randomisé dont on va continuer de discuter après. C'est l'IVUS DCB trial. J'y reviendrai tout à l'heure. Si on revient sur l'IVUS, donc on a dit que c'était bien, c'est en 3D, on peut étudier la plaque, c'est super, mais en même temps, c'est un coût important et c'est un temps et un effort supplémentaire pour l'opérateur. Donc c'est difficile de généraliser cette procédure pour toutes les procédures endovasculaires, d'où la question pertinente qui est de se demander sur quelle lésion fémoro-poplitée finalement on pourrait bénéficier plus particulièrement de l'IVUS. Donc finalement, notre étude, c'est une étude de sous-groupe qui est préspécifiée dans l'essai IVUS-DCB dont j'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'était une étude prospective, multicentrique en Corée avec 7 centres, randomisés en ouvert, qui a inclus, inclus 237 patients. Les critères d'inclusion étant être majeur plus de 19 ans, avec une artériopathie fémoro-poplitée symptomatique Rutherford 2 à 5, et les critères d'exclusion, l'ischémie aiguë et le Rutherford 6. Alors, les deux grands groupes étaient les lésions fémoro-poplitées non complexes, donc TASC A et B, et les lésions fémoro-poplitées complexes, TASC C et D. Grosso modo, les TASC C et D, c'est les sténoses ou calcifications plus de 15 cm, les resténoses après deux procédures endovasculaires, ou encore les occlusions très calcifiées chroniques. Voilà. Donc, un petit schéma. Donc, on avait les deux grands groupes, FPA complexe et non complexe. Ensuite, l'attribution a été faite par une randomisation un pour un dans les groupes IVUS et artériographie, avec une stratification sur la localisation de la lésion et sa taille, afin d'avoir des groupes à peu près homogènes. Ouais, c'est-à-dire sa longueur. Pardon? La longueur, plus ou moins de. Enfin, La stratification, c'est sur la localisation et la taille. et la taille, pardon, oui, la longueur. Je veux Longueur. dire la longueur, oui, tout à fait. Plus précisément la longueur. Le flowchart, donc on avait bien 237 participants, avec 158 dans le groupe complexe, anatomie complexe, et 79 dans le groupe simple. Et on a bien une randomisation à peu près équilibrée 1 pour 1, avec 80 dans le groupe IVUS chez les complexes et 78 dans le groupe artériographie, toujours chez les complexes. Donc c'est surtout voilà, ces patients-là qui nous intéressent dans cette étude de sous-groupe. Alors, matériel et méthode. Il y avait quand même des critères qui étaient à la discrétion du chirurgien, notamment la préparation de l'artère en amont, avec ou sans artériectomie,
l'approche intraluminale ou sous-antimale en cas de lésion occlusive, et le stenting post-angioplastie si la sténose résiduelle était supérieure à 50% ou dissection. C'est des critères assez communs. En per-procédure, il y avait toujours une imprégnation en antiagrégant et en post-procédure, une double antiagrégation 3 mois, un suivi clinique 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Et en même temps, à 1 an, une réévaluation par soit un échodoppler, un angioscan ou une artériographie. Le critère de jugement principal dans cette étude était la perméabilité primaire de la lésion traitée, qui était définie soit par l'absence de réintervention motivée par la symptomatologie, ou l'absence de resténose objectivée à 12 mois. Alors, au scanner et à l'artériole, c'était un rétrécissement de plus de 50% de la lumière, et à l'échodoppler, c'était un rapport de vitesse qui était augmenté à plus de 2,4. Bien évidemment, le critère de jugement principal était évalué par un spécialiste indépendant en aveugle de la randomisation. Néanmoins, pardon, les critères de jugement secondaire, c'était des patients sans signe clinique motivant une revascularisation, c'est-à-dire récurrence de symptômes ou diminution de l'IPS de 0,15 et la sténose de plus de 50% du segment traité, le taux d'amputation majeure, l'amélioration clinique sur l'échelle de Rutherford et l'amélioration hémodynamique avec la mesure des IPS. Néanmoins, dans les méthodes, analyse en intention de traiter modifiée pour le critère de jugement principal, avec exclusion des patients sans aucune donnée sur la rosténose pendant la période de 12 mois de suivi, et analyse en intention de traiter stricte pour le reste des critères de jugement. Pour les résultats, donc là, on a le tableau 1 avec les caractéristiques des patients. Grosso modo, ils sont comparables, hein, les groupes. On a juste plus d'insuffisants rénaux dans le groupe IVUS. Et il est intéressant de noter en même temps que le taux de traitement médical optimal est satisfaisant, mais pas optimal, quoi. On n'est pas à 100% de traitement médical. Un doigt le diabète quand même. Oui, aussi. Oui. L'assurance rénale? Non, pas du tout encore. Ici. Alors, si on s'intéresse un peu plus précisément aux caractéristiques des procédures, dans le groupe IVUS, on a un passage sous-intimal qui a été plus fréquent avec des plus grosses plaques traitées, un diamètre de prédilatation qui a été plus élevé et une pression d'inflation également plus élevée au cours de la procédure. Il y avait beaucoup plus d'utilisation d'adjuvants de ballons euh, DCB, pardon, les ballons actifs, merci, et avec un diamètre post-dilatation aussi plus élevé. Malgré tout ça, on a un meilleur taux de succès technique et des IPS en post-procédure qui sont plus élevés. Bah parce que finalement, on avait des plaques plus grosses, un passage sous-intimal plus fréquent. Tout avait l'air un peu en défaveur d'une intervention simple. Mais malgré tout, on a quand même un C'était meilleur. pas aussi l'effet d'Ailus de dire j'adapte mieux, parce qu'il y avait une étude qui était parue sur Ailus qui justement disait qu'on influence, enfin que ça influençait Bah, beaucoup le probablement, choix du oui, c'est praticien. Peut-être que oui, c'est ça. c'est aussi le reflet l'adaptation du praticien aux Ouais, images qu'il voit et où il va être plus, c'est ça. pas plus agressif, c'est pas le terme, mais C'est un peu ce qu'on va mieux conclure. coller à l'anatomie du Oui, patient. oui. Oui, mais je voulais dire dans le sens où ça peut paraître contre-intuitif, on a des lésions plus sévères et plus difficiles. Et en fait, finalement, oui, le facteur commun, c'est l'IVUS qui nous permet de s'adapter. Oui, la manière dont j'ai dit, c'était Ce qui est important de dire ici, c'est quand même c'est des lésions dans les deux groupes d'ailleurs qui sont complexes, qui sont longues, parce qu'on a 24 cm de moyenne, oui. on a vraiment des lésions faites plus longues, et ensuite on a un taux d'occlusion qui est très important dans les deux groupes. Là, c'est vraiment des lésions, et puis on voit le taux de calcification aussi est très élevé, plus de 50% de fax 3 à 4, donc on est vraiment sur ce qu'on peut définir comme des lésions complexes. Complexe, oui. Euh, concernant les critères de jugement, en fait, on se rend compte que le critère de jugement principal, qui est la perméabilité primaire, elle est bien supérieure dans le groupe IVUS. On a bien un hazard ratio avec un intervalle de confiance inférieur à 1. C'est pareil pour les critères de jugement secondaire, l'absence de réintervention, l'amélioration clinique et hémodynamique euh, sont tous en fait significatifs. Pareil, là, on a le schéma avec le petit P d'interaction qui est bien inférieur à 0,05. Euh, Là, on a notre forest plot. Donc, l'IVUS est bien supérieur à l'artériographie sur la perméabilité primaire pour les lésions donc TASC CD, les lésions de plus de 150 mm, les lésions occlusives et les lésions calcifiées.
Par contre, il n'y a pas d'interaction significative dans les groupes entre l'artériographie et l'IVUS. C'est le cas seulement, pardon, c'est significatif seulement pour les patients en ischémie critique. Voilà. Alors, donc on peut conclure, l'IVUS est supérieur à l'artériographie sur la perméabilité primaire et le taux de réintervention pour les lésions fémoro-poplitées complexes. Et c'est supérieur pour les lésions donc, longues, calcifiées occlusives ou responsables d'ischémie critique. Néanmoins, les lésions longues et calcifiées euh, souvent sont associées à un taux plus élevé de dissection nécessitant un stenting post-angioplastie. Là, c'est évalué à 30 à 50% des cas. Les lésions très calcifiées répondent moins bien au ballon actif du fait du défaut d'exposition à de l'endothélium. On a une efficacité du ballon actif qui est atténuée pour les lésions longues et pour les lésions TASC-D. Donc, on en conclut qu'il faut effectivement préparer l'artère de manière optimale avant et après même le geste d'angioplastie au ballon actif. Dans les discussions, ce qu'on peut relever, c'est que l'IVUS, ça mesure ça mesure le segment entre les deux limitantes élastiques internes, tandis que l'artériographie, c'est vraiment la mesure de la lumière interne, ce qui peut amener à un sursizing du diamètre du vaisseau à peu près d'1 millimètre. Voilà. Et également, l'IVUS est associé à une réduction du risque de rosténose. Ça, c'est dans la littérature, ce qui a été rapporté. Et le matériel, parfois un peu plus abondamment utilisé également lors des procédures à l'IVUS. Qu'on peut retenir, c'est que c'est étude en ouvert, donc il y a pas de groupe de comparaison. Enfin, il n'y a pas de, pardon, de groupe contrôle. Mais on a une évaluation des résultats cliniques par un comité indépendant en aveugle, ce qui permet d'avoir des résultats un peu plus fiables. C'est une analyse en intention de traiter modifiée, donc c'est un petit point négatif. Et l'IVUS, bien sûr, voilà, c'est opérateur dépendant. Il n'y a pas il y avait pas c'était pas clinique. Enfin, je veux dire, il y a une différence interopérateur qui est quand même à retenir. Il y a l'absence de protocole dans cette étude de préparation des lésions avant angioplastie, c'est-à-dire que c'était laissé à la discrétion du chirurgien. Et le suivi en Corée, il est plutôt fait par un scanner, alors que plutôt dans le reste du monde, c'est plutôt un Doppler. C'est ce qui est rapporté, en tout cas, par la littérature. Voilà. Donc, en gros, il faudrait avoir une meilleure identification des lésions afin d'avoir un sizing plus précis de ces lésions et donc mieux préparer les vaisseaux. Et tout ça, c'est permis par l'IVUS, en fait. Et donc, on a une meilleure également sensibilité des complications post-intervention, notamment des dissections. Tout ça permet d'avoir une optimisation de l'angioplastie au ballon actif. Voilà. Là, c'est la petite diapo pour résumer un peu tout ça en anglais. Donc, voilà, c'est bien une étude comparant l'IVUS et l'artériographie dans les traitements au ballon actif des lésions fémoro-poplitées complexes, dont l'objectif était de comparer l'impact clinique et hémodynamique. Les méthodes, c'était une analyse de sous-groupe d'une étude d'un essai contrôlé randomisé avec critères de jugement principal à 12 mois. Le résultat, on avait 257 patients, 158 en fémoral complexe, en lésion fémoro-poplitée complexe et 79 dans les non complexes. Voilà. Et en conclusion, on peut retenir qu'effectivement, l'IVUS permet d'avoir une meilleure perméabilité primaire dans les lésions fémoro-poplitées complexes à 12 mois notamment. Voilà. Merci. Ok, merci. Alors, IBUS, en fait, IBUS. Oh, ça a été difficile de s'y mettre. Et en Corée, c'est remboursé comment Il ne parle pas vraiment du remboursement dans l'article. Ah oui, C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, je ne me suis pas renseigné. Et ça met combien de temps Le temps combien de temps ils augmentent la procédure? Ouais. Je sais plus, je crois non, il ne parle pas dans cette étude-là, probablement dans l'étude du DCB initial que j'avais lu, mais je me souviens plus. Ouais. Je sais que c'est significativement plus important, parce que ça a été reporté dans beaucoup d'articles, mais vraiment le temps exact, je ne pourrais pas vous dire. Alors, arrêter de stenter finalement et de ne pas mettre de ballon actif. En première intention de stenter? Bah, après Ah oui, oui, sur la- oui, 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 ils ont 30 à 50% de stenting, je crois que c'est là.
procédural. Bailout, regarde. Ah, oui, ok. Ouais. Donc, il y a un peu plus de bailout stenting dans IVUS par rapport au groupement géographique. Pas si. C'est tout pile, quoi. Alors, je trouve que c'est en fait le taux, je suis très surpris du taux de stenting, dans les deux groupes d'ailleurs, parce qu'habituellement, lorsqu'on est sur des lésions longues, hein, donc de plus de 20 cm de moyenne, on est plutôt à 50-60% de stenting secondaire dans toutes les études. Et là, on est vraiment, que ce soit d'ailleurs en groupement géographie ou IVUS, on est entre 15 et 25, ce qui est pas élevé. Est-ce que Bien fort. est-ce que c'est une technologie qui coûte cher? Est-ce que ça coûte Ça cher? coûte plus cher que. Oui, ça coûte cher, ouais. Pareil, bah, ça dépend des pays, le prix, mais pareil, je pourrais pas dire en France combien ça coûte. Ça coûte entre 1500 et 2000 euros. Ouais. Et c'est pas remboursé, en France, en plus. C'est pas remboursé. Non. Donc, En coroner, c'est en remboursé. coroner, Non, il y a des dossiers de remboursement actuellement. Pas remboursé. Est-ce que vous y voyez une utilité, vous, en Alors pratique? moi, je suis pas certain, parce que déjà, ce que je comprends ça, c'est qu'ils mettent que dans le groupe IUS, il y a plus de passages sous-intimal. Pourquoi ils font plus de passages sous-intimal en IUS? Et puis, finalement, est-ce qu'on choisit vraiment quand on est en sous-intimal ou pas? Est-ce que les chiens noirs restent la position dans Mais le plan? l'IVUS est utilisé après le crossing, il n'est pas utilisé avant le crossing. Après. Oui, c'est ça, après, Ouais, oui. ouais. Ça, c'est. Je pense simplement Ça permet une analyse. qu'il diagnostique mieux le passage sous-intimal. Oui. Il y a plein de fois où on doit être en sous-intimal et On sait pas. Du coup, t'avais d'abord fait une inflation plus longue, c'est ça que ça veut dire? Je pense qu'effectivement, ce que ça fait. on tout diagnostique le passage sous-intimal. Ouais. Est-ce qu'ils expliquent pourquoi? Donc là, il semble qu'il y a un avantage, hein, selon ce travail-là. Oui. Pourquoi, selon eux, qu'est-ce que l'IVUS rattrape que l'artérie ne rattrape pas? Est-ce que c'est des recoils, des dissections, du thrombus qui passerait là-dessus? Qu'est-ce qui fait que l'IVUS donne de meilleurs résultats? C'est surtout, je crois, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est surtout sur le taux de dissection post-intervention. Pour l'évaluation de ces dissections? Oui, elles sont mieux identifiées plus souvent et donc ça permet de les rattraper. Contrairement à l'artériaux où parfois ça passe un peu. Pour autant, il n'y a pas tellement de bailout stenting. Oui, Mm. c'est ça que je vois C'est pas. étonnant. Et un truc aussi, je trouve contre-intuitif, c'est qu'on dilate plutôt avec des tailles supérieures avec l'IVUS que sans l'IVUS. Alors que quand on voit les résultats, et surtout dans un pays qui évalue à l'angiostenète, quand on voit les toutes petites artères avec des grosses stènes dedans, on est toujours choqué, alors, en se disant que on aurait pu faire mieux. Ouais, parce c'est que, vrai. bah, non, finalement, c'est vraiment pas au mauvais manière de penser. Et quand on voit le taux de dissection, d'ailleurs, il ne semble pas qu'il y ait de différence entre les deux groupes, hein. Il n'y a pas de différence entre dissection. C'est ça que j'ai du mal à voir. Parce que l'AIUS, c'est pas magique, c'est pas parce que tu utilises l'AIUS qu'ils font une meilleure perméabilité. Donc il y a une raison, en fait. Probablement aussi peut-être la prédilatation, la préparation de l'artère qui est un peu plus importante, un peu plus agressive, peut-être, parce que du fait du sursizing en général intrinsèque à l'utilisation de l'IVUS finalement. On sursize, on a tendance à sursizer, peut-être meilleure préparation de On a l'artère. les diamètres moyens des ballons utilisés? Oui. Mine diamètre, là, 5,4 à peu près. Alors c'est vrai que c'est faible, un 4 mm. Moi, en fait, bon, on prédilate plus à 5 ou 6 que 4, hein, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais Ah, c'est la moyenne, mais maximale. bon, c'est sur la préparation, peut-être que là, il y a une différence. Plus agressive. Ici, ouais. Bon, moi, ça reste un peu flou quand même. Et puis après, ce qu'on peut se demander aussi, par rapport à ce travail-là, là, c'est un travail qui qui évalue le DCB pour les lésions longues. Et les études récentes, pour pas les citer, ces sports, établit que le stent actif donne de meilleurs résultats que le ballon actif sur les lésions de ce type, justement longues. Donc la question est-ce que la vue c'est aussi utile lorsqu'on fait un full metal jacket qu'un DCB? Et les pressions aussi, les pressions elles sont tout le temps. Plus élevées, Prédilatation à ouais. 12. Ouais. C'est-à-dire que si tu dilates plus fort, En fait, finalement, c'est pas si. t'as un résultat hémodynamique qui est peut-être plus. Moi, avant, on pense souvent qu'un stress pariétal et du Ah oui, c'est contre-intuitif de surveiller tes cheveux.
Et puis ça pousse aussi le diamètre moyen, parce que du coup, quand tu surdilates, tu as des chances. Oui, tu peux suivre. Et oui, il est vraiment plus gros. Pour revenir au Parce que stent, il y a de la post-dilatation, de façon ça, finalement, assez important. ouais, c'est ça. Que, en fait, l'évaluation de ce qu'on estime à l'artère être une évaluation finale n'est pas une évaluation finale dans le laïus. On peut encore améliorer le truc. Peut-être que la différence entre groupes est expliquée par le taux de succès technique à la sortie de la procédure, hein, d'un 73,56, qui est quand même important, hein. Il y a presque 20 points d'écart. Pour revenir au stent, je pense que ça peut avoir une utilité parce qu'un des facteurs d'échec du stent, notamment des stents actifs, c'est la malapposition. Donc, si un coup d'IVU sur des lésions un peu complexes, classifié, vérifie que le stent est bien apposé partout, on a eu hier des exemples, et je pense que ça peut être utile. Effectivement, on ne peut pas le sortir pour tous les patients. Ouais. En Corée, je ne sais pas, mais au Japon, par exemple, c'est remboursé. L'IVU, c'est remboursé pour les procédures PF. Ok. Ok, très intéressant. Très, très intéressant. Merci beaucoup.